Et bonsoir à tous. Et un grand merci à ma Kate. Comment ça va? Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tous. Coucou Nico, coucou Roxy Freud. Hello Kate, évidemment. Graine de crochet, bienvenue. Et on a notre Madu qui est parmi nous. Comment ça va, mon Madu? Coucou Angel, et merci pour le SO pour Kate, effectivement. Et coucou Katsu. Bon, est-ce que vous êtes en forme? On a un chat dans le décor. Voilà. Il est encore vivant, hein. Vous voyez, je suis pas... On dit que je suis impulsive, mais pas tant. Pas tant. Bon, bref. Est-ce que votre début de semaine se passe bien? Moi, ça commence très mal. Mais bon, on va essayer de passer le live correctement. Ça risque d'être un peu long, dans le sens où il est possible que je fasse des pauses parce que je suis en train de mourir et que je sois un petit peu plus lente que d'habitude. C'est pas sûr, mais je préfère vous prévenir. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents parce que je subis ma vie depuis ce matin et c'est compliqué. Donc voilà. Oh mais elle a vécu... Oui, voilà, là, voilà. Et puis il y a eu un accident dans la journée. Donc voilà, disons qu'aujourd'hui, enfin ce soir en tout cas, elle est dans un état assez particulier, on va dire. Voilà quoi. Et coucou Jenny, comment ça va? Oui, ça va, Madu, merci. Jeanne Last, c'est ça. Et coucou maquillage. Elle est déchaînée, elle est complètement déchaînée. Six fait des mais complet. Un accident, c'est quand c'est pas fait exprès. Je dis ça, je dirais. Non, mais alors, moi j'ai compris ce qui s'était passé en fait. Sur cette planche, il y avait la tête de Batman, le gros Lego Batman, et une plante. Une plante qui à la base était plus bas. D'accord? Cette plante, elle a déjà attaqué. Cette plante, elle a déjà fait tomber. Donc j'ai dit, il va falloir la bouger de là. Donc je l'ai montée. Ben, je pense que j'aurais pas dû. Enfin, je sais pas. Enfin, de toute manière, j'aurais pas. Enfin, il fallait bien que je la mette ailleurs. Donc là, je l'ai montée ailleurs. À tout moment, elle démonte l'autre meuble. Je sais pas, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, dès que je la vois s'approcher, j'ai le micro à distance. Donc je hurle et. Enfin, je hurle. J'exagère, mais voilà. Donc bref, le Lego Batman va. Le petit va à peu près bien. Il y a juste une oreille qui a sauté. J'ai réussi à lui remettre. J'ai 4 pièces de côté. Je sais pas où c'est que je dois les mettre. On verra ça plus tard. Et l'autre, le plus gros, voilà, on va éviter d'en parler, hein. Et puis, on en parlera quand je serai redescendue en pression. Parce que franchement, j'ai grave les nerfs. J'ai grave les nerfs, ça me fait vraiment chier, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il fallait que ça arrive. C'est arrivé très vite. Mais bon, voilà, on va dire, je l'ai fini il y a pas trop, donc ça doit être encore un petit peu dans ma tête et je vais arriver à le remonter rapidement. On va dire ça. Voilà. Ouais, ça peut aller, hein, Jenny. On va survivre, on va survivre. Coucou Zenki, comment ça va? Elle a capté qu'on parlait d'elle, elle se calme. Oui, ouais, j'avoue, là, elle bouge plus. Tu te vois ou pas, ma chérie? Mon Dieu. Bon, on n'a plus qu'à le refaire en stream. Non, je le refais pas. Je le fais pas en stream. Je le ferai pas en stream. Parce que je vais trop péter un câble, parce que ça va nécessiter trop d'organisation niveau place, etc. Et voilà. Et vu que là, c'est vraiment dans tous les sens, il va falloir, je vais passer 3 plombes à trouver la bonne page, le bon machin. Je vais essayer de le faire enfin, à l'arrache, entre guillemets, mais bref. Je fais le Lego Batman saison 2, non mais non, hein. Derrière, elle t'écoute face caméra, oui, carrément, hein. Putain, me bute. Donc là, j'ai une machine aussi qui tourne, on dira pas pourquoi. Mais voilà, bref. Cette chance à plein d'éradication des humains pour la destruction des plantes, et donc ils veulent nous priver d'oxygène. Un plan parfait, mais je continuerai à vous... Putain, il recommence, c'est pas vrai. Elle est en phase de découverte. Oui, c'est ça. On va dire ça, effectivement. Elle découvre. Voilà, c'est pour ça. Fatiguée, toi. Ah ben moi, malade, fatiguée, épuisée, pleine le cul, mais tout va bien, hein. On sait tous pourquoi. Non, on sait pas tous pourquoi. Non, il y a que toi qui sais. Et ma mère. Bref, ce soir, on se retrouve enfin pour le live sur Freud. Ça doit faire... Si ça fait pas un an qu'on en parle, on n'en est pas loin. Donc ce soir, on va avoir droit à 24 questions. Sur Freud, sur la psychanalyse, sur les notions qu'il a mis en place. Donc voilà, vous avez le lien qui est épinglé pour rejoindre le quiz, si vous avez envie de participer. Vous pouvez rejoindre le quiz en cours de partie aussi. N'oubliez pas
qu'il y a un décalage entre ce que vous voyez sur Twitch et ce que vous allez voir sur le jeu. Donc, si vous voulez participer comme il faut, concentrez-vous surtout sur les questions. J'ai quand même mis, on le voit pas bien, mais voilà, un t-shirt Freud, hein, voilà. C'est dommage, on le voit pas plus. Et je me suis équipée d'une petite tasse aussi. Voilà. On essaie de faire les choses à peu près bien. On essaye, voilà. Donc, on va lancer tranquillement. Et puis voilà, hein. On va fatiguer. Non, c'est bien parce qu'elle a vu les points sensibles de la pièce pour tout détruire. Mais non, regarde comment elle est, cette folle. Oh. Mais en plus, là, elle est repartie dans un mood, mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, Katsu, dans un mood, elle a peur, elle est pas sereine, et ça me fait de la peine. Parce que, là, on dirait qu'elle est revenue comme elle était au début, à flipper et tout ça, donc c'est un peu nul. Elle vient me faire des câlins, mais selon, elle flippe un peu aussi, enfin, c'est assez particulier. Bref. Bon, on est prêt? On va couper cette magnifique musique qu'on reprendra après, évidemment. Donc, on va laisser place à la magnifique musique du quiz. Donc, vous êtes 7 ce soir, c'est cool. Donc, nous avons Bison lumineux, Gazelle impatient, Canard intelligent, Pélican honnête, Élan sociable, Daring Snail 65, ça je pense savoir qui c'est, et Dauphin vertigineux. Bon, en vrai j'en sais 3 ou 4, mais bon, bref, ça... Ok. Alors, attendez, je check que je sois bien calé. Ok. Donc, vu que tonton Katsu va venir l'exorciser, la ramener dans son monde d'origine. Arrête C'est pas vrai, chouchoute. Hein, ma vie. T'es belle, t'as l'air gentille comme ça. C'est pas moi. Non, c'est pas toi, non. C'est marrant que tu aies pensé que je pensais que c'était toi. Hein? Bon, let's go. On met en place et si jamais il y en a qui arrivent entre-temps, n'hésitez pas. On fait comme d'habitude, hein. On commence, on va avoir 3 questions. Je vous fais le blabla après, etc. Il y aura des blabla qui vont durer un petit peu plus longtemps que d'autres. Voilà, c'était assez difficile de faire des questions pour tout. On en a quand même 24, hein. Donc voilà, là on commence donc avec 3 questions. Bonne chance à vous. Je suis pas vilain, je suis lucide. Oh là là! En quelle année est né Freud? C'était vilain. Ne vous battez pas, concentrez-vous. Ok, on a un petit peu de tout. Effectivement, donc c'est bien 1856. Ok. Quel était le vrai prénom de Freud? Intéressant. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a eu la bonne réponse. Parce que j'étais certaine que vous alliez tous répondre celle-ci, évidemment. Mais non, c'était Sigismund. Et il a changé pour Sigmund après. Mais vous verrez. On va vous expliquer tout ça. Et dis donc, quelle remontada. Enfin, à quoi Freud s'intéressait-il principalement? Tout à fait. Effectivement, on aurait tendance à croire que c'était la médecine, plutôt. Mais non, au début, c'était l'histoire biblique. Putain, je suis con, je le savais, mais cliquez trop vite. Ça commence. C'est moi, là. Ah, c'est toi, là? Alors, blabla. Donc, Freud est né le 6 mai 1856 à Freiberg, en Moravie, une petite ville de la Tchécoslovaquie actuelle. Il va y avoir des mots un peu compliqués ce soir, hein. Donc, ses parents étaient juifs, lui, il était également, et il se prénommait Sigismund Sklomo Freud.
Après, ça se prononce peut-être pas comme ça, mais bon, hein, voilà. Et il avait 10 frères et sœurs, ça fait beaucoup, hein. Donc, sa famille, elle s'installe à Vienne quand il a 4 ans. C'est une famille qui vit très modestement, hein. Il est le premier de sa classe. Et il est favorisé par ses parents, qui vont détecter chez lui des qualités intellectuelles indéniables. Et enfant, il pense pas du tout à pratiquer la médecine, il s'oriente plus dans l'histoire biblique. Voilà, voilà. De Jung, mais lui aussi, du coup. Ah, et oui, à la base. Mais là, on parle quand il était enfant, hein, donc bon, voilà. Alors, on passe sur une question là. Pourquoi Freud se sentait-il inférieur à l'université? Ah, bien joué, effectivement. C'est parce qu'il était juif. Je trouve ça très triste. Alors, ça peut être. Donc, en 1873, il va entrer à l'université, il va se sentir inférieur et exclu, car il était juif. Il va pas s'estimer à la hauteur et il va du coup ne pas s'orienter dans certaines disciplines scientifiques pour lesquelles il éprouve de l'attrait. C'est quand même assez triste, je trouve. Son histoire est très triste, hein, vous allez voir, je vais souvent le dire, j'ai beaucoup pitié, ça m'a beaucoup remué de travailler sur ce live, je vous le dis. Mais il va se retrouver dans le laboratoire de Ernest Bruck, voilà, je sais pas trop la prononciation toujours, qui va le soumettre à un problème dans le domaine de l'histologie du système nerveux. Et Freud, il va parvenir à résoudre la difficulté et il va travailler dans cet institut de 1876 à 1882. Il va rentrer à l'hôpital général comme aspirant, puis comme interne dans un service de psychiatrie dirigé à l'époque par le plus grand spécialiste du cerveau, Théodore Meiner. Il va se retrouver à l'Institut d'anatomie du cerveau. Et à ce moment-là, c'est une discipline qui est peu étudiée à Vienne. C'est ça qui va l'intéresser et c'est ce qui va lui valoir une certaine réputation. Il va publier plusieurs observations à l'issue de ses recherches sur le système nerveux. La justesse de ses diagnostics vont lui donner une renommée internationale. Et il y a plusieurs médecins américains qui vont venir le rencontrer. C'est en 1877 qu'il va changer son nom en Sigmund. Là, je vous ai balancé des dates un petit peu, voilà, enfin, j'ai fait la chronologie. Hein. 78-79, il fait son service militaire. Et c'est en 1881 qu'il obtient son diplôme de docteur. Là, on va passer à 2 questions plutôt sympas. Son histoire est très intéressante. Ouais, franchement, mais moi, j'ai adoré préparer ce live, vraiment. Donc, 2 questions. Et après, on blablate. Quelle substance Freud a-t-il découvert en 1884? Elle dort. Ah oui, bah, vous m'avez mis un petit peu de tout. Effectivement, c'est la cocaïne. Tout à fait. Oula, oulala. Et que pensait Freud de la cocaïne? Est-ce que c'était une substance miracle? Est-ce qu'elle était inefficace? Est-ce qu'elle était dangereuse? Ou est-ce qu'elle devait être interdite? Les doigts d'emmener en message d'attente avec la réponse. Les doigts d'emmener en message d'attente. Ah. Ok, ok, très bien. Effectivement, il pensait que c'était une substance miracle. Ça commence les bonnes réponses d'affilée. Bien joué. Alors, c'est en 84 donc que Freud et un de ses amis découvrent les propriétés de la cocaïne. Il va pas hésiter à en expérimenter les effets et pense même qu'il s'agit là d'une substance miracle capable de soigner l'un de ses amis morphinomanes, donc avec la cocaïne. Ce qui évidemment ne fera qu'aggraver son cas. Hein. Il attribue aussi à ce produit le pouvoir de lui délier la langue. Mais il va finir par abandonner la cocaïne parce qu'il va comprendre ses effets addictifs. En 85, donc il a 29 ans, et il obtient le titre de maître de conférence à l'université en neuropathologie. Voilà, voilà.
Là, normalement, on a une question. Je me le suis pas notée. Donc, on va checker. Ouais. Que signifie catharsis? Là, on va rentrer un peu dans la psyché, hein, le début de sa pratique. Hmm. Bien joué. Bien joué, bien joué à la personne qui a trouvé. Tout à fait. C'est purification de l'âme. Alors, il va commencer sa pratique donc avec la méthode cathartique. La catharsis, donc, c'est hérité du terme grec qui peut se traduire par purification de l'âme ou purgation. Et ça représente la capacité de purger les mauvaises passions en étant capable d'observer ce qui se passe de beau, de bon ou de tragique sous nos yeux. Donc Freud, il va se servir de ce traitement dans le but de lever les barrières psychologiques du patient, qu'il va appeler plus tard les résistances. Et donc, à la base, Freud, il travaille avec l'hypnose. Donc, il place son patient sous hypnose et il va parvenir à faire surgir, donc, dans une décharge émotionnelle libératrice, des souvenirs enfouis, des souvenirs traumatiques qui seraient cause des troubles actuels. Cette décharge émotionnelle, au moment de la réminiscence, elle se nomme l'abréaction. Voilà, voilà. Je vous ai évité des questions à ce sujet, c'est peut-être pas plus mal. Et donc, la méthode cathartique, elle va comprendre 3 moments. On hypnotise le patient hystérique. Je vous ai évité un petit peu aussi toute l'histoire de l'hystérie, machin, ça on aura l'occasion d'en parler, mais donc on travaillait souvent avec les patients hystériques. Dans cet état hypnotique, le médecin va poser des questions au patient afin qu'il puisse revivre de manière affective d'anciens souvenirs désagréables et enfouis. Et une fois la parole libérée, le médecin réveille le patient et l'invite à garder en mémoire tout ce qu'il a dit sous état d'hypnose. Une fois réveillé, le patient il se souvient de tout et les symptômes ont disparu. C'est magique. Et donc par la suite, Freud va commencer à analyser ses propres rêves et à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre le rêve et ce qui apparaît comme un désir non avoué. Donc là, on va continuer plutôt à parler un petit peu plus de psycha. Donc on part sur 2 questions. Vive un live sur l'hystérique, on remise un peu aussi pour le début. Mais non, ça va être cool, tu vas voir, tu vas kiffer. Allez, 2 questions. Hein. Que représente l'inconscient selon Freud? Alors oui, l'inconscient, ça ne peut pas être des désirs conscients. Parce que les désirs conscients font partie de la conscience, du coup. Mais effectivement, l'inconscient, ça va être les pensées refoulées. Dans l'inconscient, il peut y avoir des souvenirs d'enfance, mais c'est pas ce qui représente l'inconscient. C'est quand on parle de ça. Peut-être bientôt. T'inquiète. Allez, on poursuit. En quelle année Freud a-t-il développé la psychanalyse? Ça, c'est vraiment une question à la con pour le coup. Hein. En quelle année? Non, mais... Alors là, good luck. Je suis désolée. C'est un peu bâtard. J'avoue, j'avoue. Mm. Mm. C'était 1896, donc. Bien joué, ou pas. En 95, Freud, 1895, Freud va faire une relation entre le symptôme hystérique et la sexualité. Voilà, là c'est à partir de 1895 qu'il va commencer à penser sexualité, que ça va partir un petit peu en couille. Et donc c'est aussi la première apparition du concept d'inconscient. Ça va désigner les pensées refoulées, inaccessibles au conscient. Ces pensées vont s'exprimer de manière détournée sous la forme de symptômes ou d'angoisse, de lapsus, de rêves, de maux d'esprit ou encore d'oubli visibles dans le corps, le somatique. Sujet proposé d'ailleurs pour la semaine prochaine, on en parlera plus tard. Donc c'est en 1896 que Freud renonce à la méthode cathartique dont on vient de parler là tout à l'heure. Il va développer la psychanalyse. Le terme de psychoanalyse apparaît pour la première fois en 96. Donc lui, il va utiliser l'association libre,
c'est une méthode qui est toujours utilisée aujourd'hui en soi, et qui est incontestablement la première règle mise en place par Freud dans le cadre de la cure analytique. Il va garder la position couchée du patient. Vous savez, il faisait de l'hypnose, donc l'hypnose, t'es couché, tout ça. Donc il garde cette position parce qu'il remarque qu'elle paraît adéquate pour que le patient puisse s'exprimer tout en s'abandonnant. Et il va insister aussi sur l'importance de ne pas le regarder, afin que le patient ne soit pas influencé par la présence de l'analyste. C'est pour ça que on a le gros cliché de la psycha, où on a le patient allongé et le psycha derrière en train de l'écouter. Voilà, c'est pour ça. La règle des associations libres se font avec celle qu'on appelle la règle fondamentale de la psychanalyse, qui est l'impératif de sincérité. Et ça, Freud, il le résume comme ça. Le patient, il devait prendre l'engagement de vraiment communiquer tout ce que sa perception intérieure lui livrait et de ne pas céder aux objections critiques qui voudraient lui faire rejeter certaines idées comme n'étant pas assez importantes ou bien n'ayant que faire là, ou encore comme étant parfaitement dénuées de sens. L'exigence de la sincérité n'avait pas besoin d'être répétée expressément, elle était la condition de la cure analytique. En fait, quand on est dans l'association libre, en cure, l'idée c'est vraiment de dire tout ce qui nous passe par l'esprit, que ça ait du sens ou non. Et c'est là où ça va être intéressant en fait, parce qu'à un moment donné, on va mettre le doigt sur quelque chose et voilà. L'idée c'est vraiment de parler, de pas calculer ce qu'on va dire en fait. J'ai même une musique 30 trop bien. Ah, j'aurais pu l'avoir ça. C'est pour ça que les psychiatres sont giga austères. Oh là là, ben alors, je vais même pas relever. Donc cette libre parole laissée à la technique d'interprétation du psychanalyste va conduire à la règle de l'association libre, qui consiste à interpréter les liens que fait le patient entre un mot et un souvenir, le passage d'une idée à l'autre, d'une situation à une personne ou encore lors d'un rêve. Freud, il estime que ces associations ne sont pas le fait du hasard, parce que précisément, il n'y a pas de hasard dans l'inconscient, hein, et que tout comportement, tout symptôme a une cause. Alors ça, c'est là où je me retrouve vraiment et que je me dis putain, t'es psycha à fond, parce que je suis toujours à dire que tout a une raison, tout a une cause, tout le temps. Donc voilà, c'est peut-être une déformation professionnelle, je ne sais pas. Donc ça va traduire une certaine position de Freud à ce sujet, qui est le déterminisme psychique. On se croit libre, en fait, mais on ignore les causes réelles qui nous déterminent. Et ces causes réelles sont enfouies dans l'inconscient. Voilà, je vous laisse y réfléchir, vous avez 4 heures. Mais j'aime beaucoup cette idée, voilà. Mon sèche-linge est fini, c'est génial. Voilà. Tu me fais faire des machines horreur creuse, saloperie. Donc, cette règle va permettre au patient de renoncer à tout jugement sur ce qu'il pense ou dit et rend possible la libération d'affects refoulés. Donc, avec la règle fondamentale du tout dire et de la libre association, oh là là, je ne sais pas dire ce mot, Freud va créer la psychanalyse comme méthode thérapeutique capable de répondre à certains troubles psychiques dans un cadre précis. Voilà. J'espère que je vous ai pas perdu. Je vous ai dit qu'il allait y avoir des petits passages où ça pouvait être un petit peu long. Genre le chat qui fait tomber le Lego. Oui, tout à fait, j'ai trouvé une cause à ça. C'est pas le chat qui a fait tomber le Lego, c'est la planche qui a cédé. Tout a une cause, tu es sûr, j'ai un doute le dimanche. Je sais pas à quoi tu fais. Ah oui, le dimanche soir, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. On a entendu, dis donc, c'est pas. Donc voilà, on passe à 3 questions. Qu'est-ce que le contenu manifeste dans un rêve? Ok, effectivement, c'est ce que le rêveur raconte. Donc, contenu manifeste, ce que le rêveur raconte. Deuxième question. Qu'est-ce que le contenu latent dans un rêve? Ok, effectivement, très bien. Et dernière question.
Vous êtes pas mauvais, là, c'est bien. Combien de rêves Freud a-t-il analysé? Plus de 1000, moins de 50, environ 100, plus de 700. Ah ouais, non, effectivement, c'est plus de 700. C'est déjà pas mal, hein, 700 rêves à analyser. Sauf que quand tu lis les analyses de rêves qu'il a fait, c'est pas des petits trucs, hein, c'est tendu. Hein. Donc, c'est en 1900 que sort L'interprétation des rêves. C'est un des livres très très connus de Freud. Hein. Et donc, c'est là d'où sort la fameuse phrase qui est assez connue. L'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient de la vie psychique. La phrase, c'est les rêves et la voie royale vers l'inconscient. Enfin bon, bref. Donc, le rêve, il apparaît comme une activité organisée. On analyse un rêve en distinguant le contenu manifeste du rêve, donc ce que le rêveur raconte, ça c'est tout ce qu'on va décrire, voilà, j'ai rêvé de ça cette nuit, là là là, et le contenu latent, inconscient qui apparaît lorsqu'il est analysé. C'est là où on va regarder la symbolique du rêve, de chaque symbole, etc., etc. Et donc il va analyser plus de 700 rêves, donc 47 des siens. Il va dire, le moi n'est plus le maître dans sa propre demeure. Donc ça, c'est quelque chose qui va assez foutre le bordel en fait, parce que dans le monde psychologique, mais aussi philosophique, ça va être le chaos. Oui, 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 juste en ayant dit ça. Donc oser dire que nous n'avons accès qu'à la part émergée de nous-mêmes et que, à la manière d'un iceberg, ben, la plus grande part qui constitue notre psychisme et qui est au fondement donc de nos comportements, dire que tout ça en fait c'est immergé, ben, ça va faire bondir de nombreux intellectuels. Donc, les voix contre la potentialité de l'inconscient, et donc une certaine vision du sujet, posent la question plus large de la liberté, puis celle de la moralité. Je me crois libre, mais comme l'avait laissé supposer Spinoza, j'ignore les causes réelles qui me déterminent. Ces causes, à l'origine de nos actions, Freud va leur donner le nom d'inconscient. Donc si l'inconscient n'y a pas accès, on ne sait pas qui on est, en fait, vous imaginez un petit peu le bordel. Hein. Bon, je vais aller me coucher, on verra pas la différence. Mais sérieux? Mais arrête, dis pas ça, t'es pas mauvais en plus. Si? Mais non. C'est par rapport à ça? Attends, parce que du coup, j'ai oublié vos pseudos. Ouais, non, ben non. Il aurait pas été déçu avec moi. Ah ouais, c'est clair. T'inquiète pas, on est deux, je crois. Moi aussi, on verra. Jamais rien lu de Spinoza, je crois. Oui, non, mais en soi, moi non plus, mais bon, voilà. Là, on va passer à une petite anecdote. Hein. Donc, une petite question. Quelle phobie Freud avait-il? Ça y est, ça commence. Je suis fatiguée. Est-ce que c'était la phobie des hauteurs, des trains, des araignées ou de l'eau? J'ai bien envie de voir ce que vous allez mettre. Oh, bien joué! Bien joué. Très bien, très bien. J'ai répondu train juste pour la blague horrible. Pourquoi pour la blague horrible? Ah merde, c'est ça. Ah ben voilà, ben tu vois, par rapport au train. Donc, la phobie ferroviaire, je sais pas parler allemand, hein, mais on va dire Reisfieber, va le traverser pendant longtemps et son œuvre est jalonnée de rappels à ce symptôme. Les horaires de train sont pour lui un casse-tête, la recherche d'une place dans un compartiment est une source d'inquiétude et il compare les préparatifs du voyage au début d'une analyse. D'ailleurs, Freud il utilise souvent la métaphore ferroviaire pour parler du temps de la cure. Voilà, c'est une petite info comme ça. Là, on passe à... Ouf. Alors là, on va faire de la psycha pure et dure. Hein. Voilà, c'est un peu ce qu'on apprend à la base quand on rentre en fac de psycho, on va dire. Voilà, donc on passe sur 2 questions. Que représente la première topique freudienne? Sa religion, voilà. Ah oui, c'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Angels. Ah mais non, vous pouvez pas vous Théo entre modos, putain. C'est horrible. Ça me fait pas rire du tout. Ok, bien joué. Tout à fait. La première topique, c'est le conscient, l'inconscient et le préconscient. On va le développer évidemment. Hein. Belle remontée, belle remontée. Donc, la deuxième topique, qu'est-ce que c'est?
Il vous est impossible de bannir temporairement si vous n'êtes pas le propriétaire de la chaîne. Bah oui. Bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, du coup. Vous êtes bien, hein, vous êtes bien, vous êtes bien. Alors, petit cours de psycha. Donc, au début de ses recherches, dans une première topique entre 1900 et 1905, Freud envisage l'appareil psychique en distinguant le conscient, donc, qui renvoie à la conscience humaine, qui est plutôt classique, le préconscient, qui est une sorte d'intermédiaire entre deux états, là où par exemple sont emmagasinés les souvenirs récents, et l'inconscient, siège du refoulement, des pulsions et des souvenirs lointains inaccessibles à la conscience. En avançant dans ses recherches, Freud va creuser davantage de fonctionnement inconscient, en abordant notamment la question du narcissisme, du principe de plaisir et du principe de réalité. Donc dans une seconde topique qui va venir compléter la première. Et c'est dès 1920 où il en précise les enjeux, et il envisage alors 3 instances qui peuvent entrer en conflit les unes avec les autres, le moi, le surmoi et le ça. Donc le ça, il désigne le système pulsionnel régi par un principe de plaisir qui ne connaît aucune limite, aucun rejet. Il est totalement inconscient et les pulsions y exercent leur force et tentent de remonter à la surface de la conscience et donc d'induire un passage à l'acte. Le surmoi, il est en partie conscient et en grande partie inconscient. Il procède du complexe d'Oedipe où s'inscrivent chez le petit enfant les interdits majeurs, donc celui de l'inceste et du meurtre. Et cette instance-là, elle représente l'ensemble des interdits parentaux, sociétaux, les normes, les lois. Voilà, le surmoi, il s'oppose aux pulsions en les entravant et assure leur non-satisfaction immédiate. Et cette tension entre le ça et le surmoi va créer un conflit psychique. Le surmoi, par exemple, c'est Angel, quand on est sur Discord avec Katsu devant un live cringe. Voilà. Donc il y a Katsu et moi, et Angel, c'est le surmoi qui est au milieu et qui essaye de tempérer un petit peu tout ça et de dire oula, on se calme. Voilà. Et enfin, on a le moi, qui est une partie du ça. Putain, je m'écoute et je me dis aïe aïe aïe. Donc une partie du ça en rapport avec la réalité. Il va représenter la personnalité du sujet et il est en partie conscient, mais pas totalement. Il va tenter en fait de trouver un équilibre, un compromis entre la réalisation des pulsions du ça et le surmoi qui les empêche et les refoule. Entre le principe de plaisir qui organise la vie pulsionnelle inconsciente et le principe de réalité qui s'impose au moi. Et c'est en ce sens que Freud dira que le moi n'est pas le maître dans sa propre demeure. Parce que finalement, il gère rien du tout. Enfin bon, voilà. Et donc, laissant entendre que jusqu'à cette découverte, le moi, entendu donc au sens de conscience de soi, semblait régner en maître sur le sujet. Et donc, désormais, c'est plus le cas. Mais bon, voilà. Alors, désolé, je stoppe. Non, mais je parlais pour le ban. Je vais ban Zenki. J'ai mis ça pour dimanche, il sera content, il aurait... Oh là là. Du coup... Ça, le communiqué sérieux. On passe à 2 questions. Pourquoi Freud parle-t-il de sexualité infantile? Mais t'as rien fait, Zenki. Tu t'es pris une balle perdue pour rien. Ne les écoute pas. Putain. Ok, parfait. Très bien. Deuxième question. Qu'est-ce que le transfert en psychanalyse? Très bien. Bon, ça remonte. Donc là, on arrive en 1910. Pas du tout, je suis allée trop vite. 1905, pardon. Freud, il va commencer à parler de sexualité infantile. Il démontre, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, que la sexualité commence dès la naissance. Et donc le transfert, ça arrive aussi à ce moment-là. C'est le patient qui déplace malgré lui
sur le psychanalyste des sentiments et des désirs inconscients anciens, en train de m'étouffer, sans avoir aucun souvenir qui les a déjà éprouvés il y a longtemps envers des proches. Voilà. On part sur 2 nouvelles questions, en lien aussi avec des notions psychanalytiques. Donc le complexe d'Oedipe. Reste avec nous. Ouais. J'essaie. Il faut qu'on le finisse ce live. Tout à fait. Les autres réponses, oui, c'est un peu de ça, mais c'est des éléments, on va dire. C'est pas ce qui représente réellement le complexe. Que représente la compulsion de répétition? Ouf. Ça aurait pu, oui, les rituels, effectivement, mais non, c'est pas ça. Chez Freud, c'est pas ça. Bien joué, Bison Lumineux, qui nous fait 5 bonnes réponses d'affilée. Dis donc. Donc, 1910, le complexe d'Oedipe. C'est un complexe donc, qui va apparaître au cours du développement de l'enfant. C'est l'organisation centrale de la vie psychique autour de laquelle la sexualité d'un sujet se structure. Et c'est là donc que l'enfant va désirer le parent du sexe opposé et tenter d'anéantir celui du même sexe, qui va apparaître donc comme un rival. 10 ans plus tard, donc en 1920, la compulsion de répétition. Freud va constater que toute personne cherche à répéter le plaisir et à fuir le déplaisir, selon un principe de plaisir-déplaisir. Souvent, les patients y répètent des expériences négatives. Voilà. Ça y est, ça va commencer à être triste. On part sur une question. Merci, fallait bien que je remonte à un moment. C'est rien qui soit. Ah, mais c'est toi! Mais t'es là! Mais coucou ma chérie! Oh là là, mais pourquoi t'as pas dit bonjour? Oh, mais ça fait trop plaisir! Oh, trop bien! Trop bien! Trop drôle! Allez, on poursuit. Une question. J'étais concentrée. Ah ben oui, t'as raison. Reste concentré. En 1923, Freud apprend qu'il est atteint. De quoi? Par contre, je suis en train de me demander pourquoi 24 dans ton pseudo? Ah oui, si, c'est bon. Ok, bien joué. Le pauvre. Putain, mais maintenant que je sais que c'est toi, waouh! Tu te demandes tout là! Putain! Alors, 1923, Freud sait qu'il est malade. Hein. Son médecin va lui cacher le mal dont il souffre, mais le diagnostic est sans appel, c'est un cancer de la mâchoire. Donc il y a une première opération oh là 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 là, j'ai du mal. Hein. Une première opération est réalisée tout de suite par un chirurgien, mais ça va être un échec. Et il va vivre pendant 13 ans avec d'atroces souffrances, vraiment, ça va être très long. Quelques mois plus tard, face donc à ces énormes souffrances, il va se trouver confronté à une deuxième opération qui va être conduite par un autre médecin, mais sans plus de succès. Et c'est à partir de ce moment-là que Freud il va porter un appareil qui va le défigurer. Ça va être une sorte de prothèse qui va le rendre monstrueux et qui dissocie la bouche de la cavité nasale. Si vous êtes curieux, j'ai hésité, mais je me suis dit, fais pas des dingueries comme ça, mais il y a des photos sur le net, parce qu'il y a un musée sur Freud, et là-bas, il y a toutes les prothèses qu'il a portées. C'est assez dégueu, mais si vous êtes curieux, voilà, vous pouvez aller voir. Et donc, cet appareil, forcément, il le handicapait profondément. C'est un appareil qui va être transformé à de multiples reprises sans vraiment le soulager, et sans compter finalement que ça va lui permettre difficilement de manger, de parler, et que il faut savoir que c'est un gros fumeur, Freud, et du coup il avait du mal à fumer ses cigares. Hein. Il va subir plus d'une 30aine d'opérations qui vont faire que l'affaiblir encore finalement.
Alors ça, c'est une petite anecdote, on va dire. Je me suis dit, c'est cool d'en parler tellement c'est fou. Donc en 1930, j'ai du mal à parler, je suis vraiment désolée. Il y a la princesse Alice de Battenberg, mère de Philippe duc d'Édimbourg. Hein, ça, on sait qui c'est. Donc Marie de la reine d'Angleterre. Elle a été diagnostiquée schizophrène. Ok. Et donc Freud, il va conseiller un médecin qui s'occupe d'elle dans une clinique à Berlin. Et il va lui proposer un traitement qui va consister en des... Pardon, mais je trouve ça tellement ouf. Le traitement, il va consister à envoyer des rayons X qui seront dirigés vers les ovaires, donc de la patiente schizophrène, hein, voilà, pour tuer sa libido. Donc on imagine qu'elle est schizophrène parce qu'elle a trop de libido. N'oubliez pas, enfin vous savez, on en a déjà parlé, de la sexualité des femmes à l'époque, tout ça, enfin voilà. Et il va initier de nouveaux médecins à cette pratique, hein, voilà. Donc voilà, il va tenter ça sur les femmes schizophrènes et puis let's go, pas de soucis quoi, on est au calme. Voilà. Je resterai top 1. J'ai jamais vu, je crois, la mode. Non négociable. Ah, curieux, tu dois taper quoi? J'avais tapé Freud, cancer de la mâchoire, je crois. Et j'étais tombée sur un article universitaire et c'était là-dedans. Voilà, si jamais tu ne trouves pas, je te le retrouverai. On part sur 3 questions et on est sur la fin là déjà. À quel événement correspond la date de 1933? On fait de l'histoire aussi, hein, on fait tout. On fait tout ici. Donc la découverte de la psychanalyse, on est par ordre chronologique, hein. Donc la découverte de la psychanalyse, on l'a déjà vu. Donc effectivement, en 1933, c'est la prise de pouvoir d'Hitler. Ça va, là, niveau histoire. Visiblement pas. Donc, on a dit 3 questions. Wow, wow, wow. Pourquoi le statut de la psychanalyse est-il remis en cause sous le nazisme? Mais quel rapport? Ben attends. Quel rapport? Exactement. Exactement. C'est là qu'on va commencer à voir encore plus, même si on n'en doutait pas, la bêtise du délire. Oh, 3 bonnes réponses d'affilée, bravo! Petit gros rapport, malheureusement. Exactement. Qui devient le représentant de la psychanalyse arienne? Et là c'est le drame. J'ai hâte de voir vos réponses. Putain, y a personne qui l'a mis. Ben voilà. Putain, je suis trop con, envie de mourir de la réponse. Ben, franchement, pour moi, vu que je connais l'histoire, forcément, je sais. Parce qu'il y a eu des... Alors ça, je vous ai évité aussi tout le passage sur le conflit Freud-Jung, qui n'a rien à voir avec la politique, pour le coup. C'est comme entre tous les psychanalystes, où il y a eu des conflits d'idées, où on est d'accord, puis plus d'accord par la suite, etc. Mais Jung était le représentant de la psychanalyse arienne. Et ça, c'est assez... c'est chaud quand même. Bien sûr, c'est dans le bouquin. Ah, mais oui, t'as raison, en plus, c'est vrai que c'est dans le bouquin aussi. T'as raison, t'as raison. Livre très intéressant. Donc en 1933, date funèbre dans l'histoire, évidemment, parce qu'elle correspond à la prise de pouvoir d'Hitler. Et c'est à partir de ce moment-là que tout ce qui est à consonance juive est détruit. Donc il y a les livres de Freud qui n'y échapperont pas, et il y a un autodafé de son œuvre qui est réalisé à Berlin. Donc le statut de la psychanalyse est totalement remis en cause dans la mesure où elle a été créée par un juif. Et donc en quelque temps, tout ce qui se rapporte à la psychanalyse freudienne va disparaître d'Allemagne et va être remplacé par une psychanalyse arienne
dont le représentant officiel jusqu'en 1940 à peu près sera Jung. Voilà pour le petit côté historique, on va dire. En 1936, un nouveau cancer est détecté chez Freud. En 1938, on a droit, c'est l'unique en fait enregistrement de la voix de Freud par la BBC, et où il dit « À l'âge de 82 ans, j'ai quitté ma maison à Vienne à la suite de l'invasion allemande et je suis venu en Angleterre où j'espère finir ma vie en liberté. » T'imagines à cet âge-là quand même te retrouver à fuir ta maison dans laquelle tu as toujours vécu, tu as 82 ans, tu es malade comme un chien depuis des années, et voilà, ça dur quoi. Donc, 1939, son cancer devient inopérable. Le 21 septembre 1939, Freud n'a plus de force et son médecin est appelé auprès de lui et Freud va lui demander de se souvenir de la promesse qu'il lui a faite, celle, le moment venu, de l'aider à mourir. Donc il va insister aussi pour qu'il en parle à Anna. Anna, c'est une de ses filles, la fille avec qui il a été le plus proche jusqu'à sa mort, pour recueillir son avis, tout ça. Il va le rassurer et il lui donnera le médicament adéquat quand ça sera le bon moment. Et donc, il est écrit qu'il lui administra une première fois une dose de 3 centigrammes de morphine, puis répéter 2 fois le même geste à plusieurs heures d'intervalle. Il savait que la dose dite calmante ne pouvait dépasser 2 centigrammes. Et donc, dernière question. C'est triste le pauvre. Mais oui, c'est triste. Donc, quand Freud est-il mort? Alors là, c'est le bordel, hein. Même si vous avez bien suivi, enfin moi je ne suis même pas sûre que j'arriverai à répondre, du coup ça m'a un peu perturbée. Bien joué. 23 septembre 1939, effectivement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 23 septembre, on l'a répété, on fait un live pour l'anniversaire de la mort de Freud. Un peu particulier, mais voilà, c'était l'occasion. Bravo à vous. Donc, bien joué à Pélican Honnête qui finit en 3e place. Canard Intelligent en seconde, c'est très bien. Et en première place, nous avons Gazelle Impatient. Bien joué à vous. C'est bien suivi de Bison et de Élan et des autres que je sais pas. Bien joué. Bravo à vous. Et donc, est-ce qu'on a quelque chose de plus? Non, voilà. Il est mort par sédation le samedi 23 septembre 39 à 3h du matin. Voilà, c'est moi. Bien joué, Angel. Bravo. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé le préparer. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus long que ça. Mais finalement, bah voilà. Je trouve que l'histoire est très intéressante. Encore, je vous ai pas parlé de tout. C'est assez compliqué aussi en même temps. Mais bon, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que son histoire est vraiment très intéressante. Alors, je prépare le sondage pour le live de la semaine prochaine. Comme ça. On a quoi? Tac. Et n'oubliez pas que vous avez le sondage sur Discord aussi. Si vous pouvez y répondre, c'est bien. Là, je vous fais le sondage. Donc, semaine pro, on a la possibilité de parler soit de psychosomatique, soit de l'orgasme, soit de la passion ou amour. Voilà. Déjà fini. Eh oui, c'est quand qu'on parle de Jung? Alors là, pour le moment, c'est pas prévu. C'est pas prévu, ça le saura, très certainement. Mais c'est pas pour de suite. Hein. C'est pas prévu. Et on finit avec du Queen en plus. C'est beau. Non mais c'était bien chouette. Top, à quand le prochain? Semaine prochaine, hein. Semaine prochaine, j'ai pas... Ah si, j'ai mon planning là. Je sais pas encore, semaine pro, ça sera le mardi certainement. Ouais, je pense que ça sera mardi. Parce que vu que là, j'ai ma patiente le lundi, hein, donc ça sera sûrement mardi. Il va falloir, je pense, aussi s'organiser un petit truc pour Halloween. On va avoir un jour férié un vendredi de génie, c'est trop bon. Trop bien ça. Long week-end. Trop bien.
Je devrais y aller pour te soirée. Oh, mon Katsu qui tient plus. Ben, merci pour ta présence. Bravo pour ta participation. Des bisous, mon Katsu. J'ai une question pour toi, vas-y. Quel bonheur. Ouais, putain, vite. Dans un peu plus d'un mois quand même. Hein. C'est triste. Hein. Ah oui, la psychosomatique, ça vous intéresse donc. Ça veut dire que si c'est ça, pour le coup, rien n'est prêt, parce que c'est très très long. On va se faire un truc sur... Carrément. Carrément, carrément. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui te fait rire, Kate? C'est quoi ta motivation pour devenir psycha? Franchement, rien n'est prêt. Mais non, tous les autres sont prêts, sauf les costauds comme celui-ci, en fait. Et la motivation pour devenir psycha, c'est difficile à dire. Hein. C'était plus évident qu'une motivation particulière. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment de réponse à apporter à ça. Ouais, rien n'est prêt. On est lundi. J'ai une semaine. On veut celui qui est pas prêt, évidemment. Mais c'est ça, exactement. Mais c'est toujours comme ça. Hein. Bon, après, le truc, c'est que si j'arrive pas à préparer, ça décale d'une semaine. Mais bon, on va voir. Je pense que ça va le faire. Ça devrait aller. On va voir comment j'organise le truc. Tu vas y arriver. Ouais, 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 ouais. Je vais y arriver. J'ai confiance. Bon, ben ouais. Hein. Le résultat est sans appel. Oh, baby. Ok. Du coup, les amis, on va s'arrêter là. Parce que comme vous le savez, je suis en train de décéder intérieurement. Donc ben, je suis bien contente qu'on ait pu ben, faire enfin ce live sur Freud. Voilà, s'il y a des auteurs en particulier dont vous avez envie de parler, bon la Freud c'est sûr que c'était l'occasion et Freud on en parle tout le temps, mais non le chat est là, il est toujours là. Je sais pas positionner mes doigts mais il est là. Mais voilà, si vous avez des suggestions, donc, mis à part Jung évidemment dont on parlera c'est sûr, ben voilà n'hésitez pas. Moi j'ai beaucoup kiffé le préparer. Et Halloween, c'est le 31 octobre. 31 octobre, 1er novembre, enfin voilà. Mais oui, il est là, il dort, il est dans le paysage. Je vais le réveiller parce que du coup, je vais refoutre tous les plaids, etc. Mais voilà, c'est ça. Le deuil, t'as fait déjà? J'ai pas fait le deuil encore. On va pas faire un live psycho sur le deuil le 1er novembre. Là, c'est de très mauvais goût, tu crois pas? Je sais pas, on pourrait. Mais bon, ça tombe mal dans la semaine. Enfin, les lives psy, c'est en début de semaine. Elle est dans la 6e étape. Qui est dans la 6e étape? La Toussaint. Mais ouais, mais je sais, mais tu vois, j'avais plus comme idée de faire, comme on avait parlé avec Katsu, de faire un quiz sur les films d'horreur ou tu vois, ces trucs-là. Genre le 1er novembre, enfin le 31 et 1er, on va continuer le jeu que j'ai commencé pour les 1 an dont je me souviens pas. Le nom, il me revient pas. Toi, du Lego Batman. Ouais. Je le vois là avec son gros trou. C'est affreux. Film d'horreur, mort, deuil. Mais on en parlera dans tous les cas, Kate. Don't worry. Titre. Oui, bon, j'ai compris. Ça sera pas mal quiz film d'horreur. Ah, t'aimes bien les films d'horreur, Jenny? T'aimes les films d'horreur, Jenny, ou pas? Parce qu'en vrai, vas-y, réponds d'abord. Réponds. Réponds et je m'emballe après. J'adore ça. C'est vrai, genre, ça te dirait qu'on aille au ciné voir les prochains films qui vont sortir? Parce que là, il y en a pas mal que j'ai envie d'aller voir. Je suis pas ciné, mais pour les films d'horreur, j'aime bien. Tu me diras, je vais être là, s'il te plaît, si jamais je... Oui, oui, je te dirai, je te dirai. C'est pas pour de suite, hein, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Pas de souci. Puis bon, t'es souvent là quand même, donc tu le verras passer, t'inquiète pas. Je suis en train de mourir. Et Jenny, j'ai pas pris une seule cuillère de miel aujourd'hui, hein. Donc j'ai le droit d'en prendre 10, là, si je veux. Non. Bon, allez. Quand je vois l'état de mon salon, j'ai envie de pleurer. C'est terrible. Pourquoi pas? Faut voir pourquoi le film.
Oui, mais de petits à café. Oui. Mais moi j'ai pas fait comme toi, j'ai pas fait des cuillères à soupe, hein. J'avais des cuillères à café déjà de base, hein. Je suis pas une folle. Bon les amis, du coup on se retrouve pas demain, parce que demain j'enchaîne les rendez-vous et je vais finir tard. Mais on se retrouve mercredi et il n'y aura pas de live qui va sauter. Je vous avais dit que peut-être mercredi ou jeudi ça sauterait, mais non. Non, 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 donc je serai là. Il y aura juste les après-midi du week-end où je risque peut-être de pas être là. Dimanche, c'est sûr que je ne serai pas là. Je serai là pour le live cringe, évidemment. Ça, on ne le fait pas sauter. Mais dimanche après-midi, non. Et peut-être samedi après-midi, on verra. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas sûr. On verra. Si je dois préparer le live psychosomatique, voilà. Je pense, j'en suis pas sûre, hein, mais je pense que c'est un live qui va durer un petit peu. C'est-à-dire qu'il va y en avoir plusieurs. Mais bon, on verra. J'ai plus trop mal. Mais tant mieux, t'as bien de la chance. Moi, je suis en train de décider, mais tant mieux pour toi. Mais de rien, Nico. Écoutez, les amis, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Si vous avez des Legos et des animaux, faites attention surtout. Voilà, voilà. Si vous êtes malade, soignez-vous. Voilà, reposez-vous. Et puis, on se retrouve mercredi soir. Mercredi soir, entre 19 et 20 h, on verra. Et puis, voilà. Voilà, passez une bonne nuit, bonne soirée, de belles journées à venir. Et puis, à mercredi soir. Plein de bisous.